Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette chronique du monde après. Une chronique qui sincèrement je n'aurais jamais imaginé faire en plein mois de juillet 2020, surtout pas depuis le Maroc, où je suis toujours confiné, mais là c'est une autre histoire. Je voudrais revenir avec vous sur les épisodes, notamment l'épisode de Bayonne, où l'agression sauvage d'un chauffeur de bus par des jeunes, et je voudrais la remettre dans le contexte du brouhaha médiatico-politique que nous recevons depuis déjà quelques mois, sinon quelques années. On sort à peine de l'affaire George Floyd, on sort à peine de l'affaire des déboulonneurs, parce que maintenant en France il y a un nouveau sport, un sport de riches, déboulonner les statues de Colbert ou de je sais qui de Federer, ben, les taguer. Donc nous, on sort à peine de cet épisode-là, et on tombe tout de suite là sur ce fait divers, évidemment plus ou moins passé sous silence, en tout cas qui n'aura droit à aucune campagne de dénonciation, aucun collectif de défense des chauffeurs de bus ou de la victime en tant que telle. Il n'y aura rien, à part quelques lignes dans quelques journaux. Mais il reste l'émotion, la commotion même chez les familles, mais chez nous tous, parce que ce qui est arrivé à ce chauffeur de bus peut nous arriver. Tous ceux qui vivent en France et qui ont les yeux ouverts, parce qu'il ne suffit pas d'être en France, il faut avoir les yeux ouverts, toutes les personnes plus ou moins lucides savent très bien les dangers qui pèsent maintenant sur ceux qui utilisent la voie publique sans disposer d'une garde rapprochée ou d'une tribu qui les défende. Je renvoie d'ailleurs vers l'excellent texte de Céline Pina, publié dans le Figaro Vox cette semaine, qui parle de ça. Voilà, elle fait une lecture de la violence tribale en France, et elle dit voilà, les gens considèrent autrui non pas comme un être humain, mais comme le membre d'une tribu adverse qu'il faut éradiquer. Et quand c'est le membre de la propre tribu, eh bien dans ce cas-là, il a droit à un traitement plus aimable, puisqu'on a peur de ce qu'on ne voit plus en lui l'être humain, l'individu, avec un caractère bon ou mauvais, mais on voit la tribu, qui a des droits sur lui. Bon, je vous renvoie vers le texte de Céline Pina, qui est d'ailleurs excellent. Moi, je fais une lecture peut-être un peu plus tiers-mondiste, peut-être, étant moi-même issu du tiers-monde, ou peut-être un peu plus, disons, brodélienne, puisque je crois dans le thème des civilisations. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que la violence gratuite que l'on voit aujourd'hui en France, le cas du jeune marin à Lyon qui a été massacré pour avoir défendu un couple qui se faisait embêter par un SDF, je crois, et tous les faits divers que nous voyons de lynchage, chauffeur de bus à Tours qui a été tué pour une histoire de place de parking dans un magasin, dans un hypermarché, et ainsi de suite. Cette violence-là, en réalité, elle a un fond elle a une utilité. Elle n'est pas seulement le reflet de problèmes dans la famille, de gens qui sont des psychopathes ou de problèmes dans l'éducation. Elle n'est pas seulement le reflet de la méchanceté, parce que la méchanceté est une donnée historique, une donnée sociale. Hein. Elle n'est pas seulement le reflet de la méchanceté des délinquants, parce que pour être délinquant, il faut être méchant. On l'oublie souvent, mais il faut une sacrée dose de méchanceté. Donc cette violence-là, au fait, elle est l'instrument de la mise en place d'une nouvelle société en France. Je ne me réfère pas à une transformation de la société française. Je dis que en France est en train de se mettre en place une société alternative, une autre société à côté de la société française. Et il s'agit peut-être de plusieurs sociétés. Il y a notamment une société maghrébine qui s'installe de fait et qui va vivre à la maghrébine en France. L'assimilation n'est plus sur la table, elle est déjà hors de question. Il n'y a que quelques idéalistes, parfois de bonne foi, qui y croient. C'est fini l'assimilation. Vous avez maintenant un bloc humain de plusieurs millions d'habitants qui forme une société. Il fallait y réfléchir avant. Quand on déplace des millions d'individus sur un nouveau territoire, ils font ce que savent faire les êtres humains, former une société. Eh bien, ils forment une société. Cette société sera maghrébine, barre de fraction, musulmane. Et donc cette violence, elle est aussi le moyen de délimiter les frontières de sa société, de lui donner un territoire physique, mais aussi symbolique, pour montrer qu'elle existe, pour montrer la différence. Et ces jeunes-là, bon, ils sont écervelés, ils savent pas ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Pour moi, il faut les envoyer en prison pour longtemps. Mais bon, je ne suis pas juge, ni ministre de la Justice. Ces jeunes-là, ils servent cette fonction-là. Ils délimitent la frontière invisible, mais très sensible, hein, entre le nous et le eux. Ceux qui méritent d'être plongés dans le coma pour un mauvais regard, et ceux qui peuvent circuler librement.
C'est ça leur rôle. Hein. Quand ils s'acharnent sur un chauffeur de bus, c'est pas le bus qui les intéresse, c'est pas le transport public qui leur fait perdre le sommeil, c'est pas la mobilité urbaine. Hein. Et ce sont pas des bobos. Hein. Ce qu'ils veulent eux, c'est montrer que il y a leur groupe, et là, ce que Céline Pina appelle la tribu ou le clan, et il y a la société française. En réalité, ils ne défendent pas leur tribu. Il n'y a pas de tribu, à mon humble avis, je peux me tromper. Moi, je vois une société qui se met en place. Une société qui, comme toute société, est capable d'occuper plusieurs villes. Une tribu, en général, elle est enracinée dans un département, enfin voilà, dans un territoire l'équivalent d'un département, d'une vallée, d'une, je sais pas moi, d'une forêt. C'est ça une tribu. Une société, elle peut être sur plusieurs villes, voire à cheval sur deux frontières. Donc vous avez une société maghrébine qui se met en place en France, de la pire manière qui soit, avec cette violence. Mais il y a d'autres manières. Hein. Elle se met en place aussi par l'islamisme. On nous dit l'islamisme, c'est un fanatisme, ou c'est la survivance d'un islam qui n'a pas encore compris la France. Non, non, on se trompe. L'islamisme est un instrument pour deux choses: galvaniser la société maghrébine qui se met en France, lui dire voilà la ligne droite, voilà la conformité, voilà ce qu'on vous demande, voilà ce qu'on attend d'une femme, d'un homme, d'un enfant, d'un vieux, d'un pauvre, d'un riche, pour qu'ils soient dans la conformité, pour qu'ils ne soient pas punis. Parce que celui qui ne suit pas la conformité, qui ne suit pas la norme, eh bien on va le punir. On va le punir par les grands frères, on va le punir en l'ostracisant, on va le punir en empêchant d'accéder à sa famille, à sa cité, et ainsi de suite. On va le punir en lui refusant les prêts, en lui refusant le cash qui circule de manière informelle dans les circuits informels, et vous voyez tout ce que vous pouvez imaginer de quoi il s'agit. Et cet islamisme-là, il donne aussi un vernis moral à un geste sécessionniste. Parce que vous ne trouverez pas beaucoup de personnes en France qui vous disent nous sommes en train de mettre en place une société contre la société française. Ils ne vous diront pas nous sommes en train de mettre en place une contre-société. Non. Ils vous diront nous sommes tout simplement musulmans, barre de fraction islamiste. En fait, ils ne le savent pas, hein, mais ils sont en train de servir un projet politique qui les dépasse, qui est celui de la mise en place d'une société maghrébine en France. Et l'islamisme n'est que le porte-drapeau, l'enveloppe qui permet de ne pas se poser de questions. Parce que, effectivement, quand vous dites c'est ma croyance, c'est ma foi, ben, on ne peut pas vous attaquer sur votre foi, puisqu'il y a la liberté de conscience. Or, l'islamisme va beaucoup plus loin, mais vraiment beaucoup plus loin que la simple croyance. Hein. C'est ça, le culte. C'est je vais être méchant, je vais faire beaucoup d'ennemis. C'est un canif dans la main de ceux qui veulent tailler au couteau un territoire. Territoire physique, mais aussi symbolique, et demain légal. Vous aurez des lois qui s'appliqueront juste pour la société maghrébine de France. Ça arrive. Hein. Comme aujourd'hui en Angleterre, il y a des tribunaux de la charia, vous aurez des lois. Vous avez déjà des lois spécifiques pour les maghrébins. Vous voyez, vous voyez le laxisme pénal. Qu'est-ce que le laxisme pénal? C'est l'application de lois plus douces, plus laxistes, c'est l'omission du code pénal pour certaines communautés. Il y a certaines communautés qui échappent au code pénal. Voilà, tout simplement. Mais ce sont des lois ethniques. Et demain, on ne fera plus le laxisme pénal au nom du progressisme des bobos du 7e arrondissement, on le fera sous la bannière du respect de l'islam, tout simplement. Voilà, donc je me suis permis de citer Céline Pina, de prendre son article comme un point d'appui, pour vous dire vraiment ce que je vois de loin ici, hein, depuis l'extérieur, hein, depuis le tiers-monde, je vois vraiment la mise en place de plusieurs sociétés en France à côté de la société française. Parce que ce que je viens de décrire pour la société maghrébine est certainement valable pour une société sahélienne ou subsaharienne. Il faudra voir, hein, je ne suis pas un spécialiste des questions africaines ou de la diaspora africaine en France, mais je le vois, hein, ça... Finalement, le multiculturalisme est un terme extrêmement trompeur. Il est toxique, ce terme. Il dissimule le multisociétalisme, on va dire. Hein. Il dissimule l'installation d'un pays à plusieurs sociétés, donc à plusieurs vitesses. Parce que chaque société a sa vitesse de croisière. Et chaque société a sa zone de confort.
Ce qui est tolérable au Maroc est intolérable en France. Ce qui est tolérable à Abidjan n'est pas tolérable à Strasbourg. Et pourtant, alors, quand c'est sur le même territoire, vous allez avoir des différences de température, de climat, d'une rue à l'autre. Hein. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Quoique je ne connais pas bien les États-Unis, mais j'ai l'impression que vous changez de rue, vous changez d'univers. Ben, ça arrive en France. Vous allez avoir des endroits de la France où vous avez des gens qui adhèrent aux droits de l'homme, dans la noble définition des droits de l'homme, la décadence organisée que sont devenus les droits de l'homme aux mains des fous progressistes, droits de l'hommistes. Hein, je parle des vrais droits de l'homme. Égalité homme-femme, respect de la dignité humaine, respect de l'intégrité physique, défense de la victime, d'accord, droit à l'éducation de qualité gratuite pour tout le monde, c'est ça les droits de l'homme. Santé gratuite et de qualité pour tout le monde, d'accord. C'est ça les droits de l'homme, c'est pas le défendre les multirécidivistes, ça c'est pas les droits de l'homme, ça c'est le laxisme pénal. Bon, donc vous aurez des régions, des territoires, des bouts voilà, des territoires où on adhérera, on vivra sur ce mode de vie-là des droits de l'homme, un mode de vie européen, occidental, respectueux de la personne, homme et femme, de l'enfant, de l'animal, et vous, au coin de la rue, vous aurez un autre fonctionnement, un autre mode de vie, où l'injustice fait partie du mode de vie, où la zone de confort de ces personnes-là qui vivent dans cet endroit-là, eh bien, elle se cohabite parfaitement avec un certain degré d'injustice, d'arbitraire, de loi du plus fort. C'est ce qui se passe dans les pays du Maghreb. Vous avez l'injustice, elle fait partie de notre mode de vie. Nous cohabitons avec. C'est comme ça, c'est pas ma faute. Je l'ai écrit dans mon livre, vous pouvez me lire, hein, Mon père le Maroc et moi, vous verrez vraiment ce que je veux dire. Eh bien, quand ces différences de température, ces divergences, j'appelle ça des zones de confort, quand ces zones de confort divergentes, antagonistes, sont séparées par des milliers de kilomètres, tout va bien. Ça s'appelle le tourisme, ça s'appelle l'interculturel, ça s'appelle voilà, le voyage. Là, maintenant en France, vous voyagez plus. Pour l'exotisme, il est chez vous. Et là, c'est pas drôle. Hein. Quand on voyage, quand on fait du tourisme, on visite les autres avec le respect, le plus grand respect possible. Mais on ne vit pas parmi eux. Là, maintenant, vous vivez avec les autres. Et vous êtes censé les respecter, comme ils sont censés vous respecter. Mais comme on vous intime, vous, chers amis européens, comme on vous dit que vous êtes des fils de génocidaires, des fils de coloniaux, de fils de blancs qui ont massacré, qui ont esclavagisé, que je ne sais pas quoi, eh bien, on vous interdit la violence, vous êtes castrés. Un des buts de la repentance, et pourquoi on nous parle tellement de repentance maintenant? Parce qu'on veut vous empêcher de vous défendre. Parce qu'on vous dit que quand vous étiez fort, quand vous regardiez le monde en face, quand vous aviez la force, eh bien vous avez mal usé votre force, vous avez colonisé, vous avez fait de l'esclavage, et c'est pas bien, c'est vrai, vous avez mal utilisé la force. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est que tout le monde utilise mal la force, même les Chinois, les Turcs, les Russes, les Brésiliens, les Américains du Nord, les Africains entre eux. Je veux dire, qu'est-ce que l'histoire de l'Afrique, sinon le viol collectif d'une tribu par l'autre tribu, la mise en servage d'une tribu par l'autre tribu qui l'a vaincu, c'est l'esclavage. L'esclavage est d'abord un phénomène intra-africain. Voilà. Eh bien, la seule violence, la seule injustice, la seule violence, c'est ça, la seule violence qui est prohibée, qui est fustigée, c'est celle des Européens. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils doivent se défendre. Eh bien, on les enchaîne. On leur interdit la violence, parce qu'on leur dit, mais les mecs, regardez ce que vous avez fait quand vous étiez violents. Donc, impossible d'aujourd'hui de vous permettre la violence. Ça donne une génération perdue, pour ne pas dire autre chose, une génération de pacifistes stupides, de bobos qui ne comprennent rien, qui se font trancher la gorge avec le sourire. Voilà. Voilà, bon, je suis désolé d'être apocalyptique, mais le monde est apocalyptique, et surtout en 2020, où on nous a mis dans une ambiance millénariste, et je suis encore une fois désolé parce que de pointer les choses comme ça, mais je vous dois une certaine honnêteté intellectuelle. Hein. Si je change d'avis, ou si vous arrivez à me faire changer d'avis, je serai premier ici à venir devant vous et à vous dire autre chose, il n'y a aucun problème. Merci, à bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo, vous comprenez bien que cette parole n'est pas du tout, mais pas du tout mainstream. Merci, au revoir.